Hello les gens, aujourd'hui nous sommes à Dijon, au parc des expositions et des congrès. Et nous allons visiter la 3e édition du salon Para-Expérience. Un rendez-vous original autour des mystères et de l'étrange. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Road & Troll. Para-Expérience est un salon qui traite de tous les sujets autour du paranormal, donc entre science, découverte, expérience et folklore. Donc au menu, vous pouvez avoir des conférences, des ateliers, des boutiques, des librairies ésotériques, mais aussi des créateurs et des auteurs. Le salon est réparti en 4 univers, l'étrange à travers le temps et l'espace, les investigations, les pratiques contemporaines et le folklore. Et dans chacun de ces espaces, nous allons rencontrer des spécialistes comme les hypnotiseurs d'Hypnosphère ou encore les potions magiques d'Epona. Le visiteur est invité à prendre des fiches pour parcourir le manoir des Rimbauer. Alors c'est un petit parcours qui permet d'explorer le salon et puis à son terme, vous découvrirez l'Étrangarium qui est le muséum de Para-Expérience, une collection privée qui rassemble des objets étranges. Quand on rentre, il faut choisir le profil ésotérique ou scientifique, suivant sa personnalité, je suppose. Donc, moi je vais prendre plutôt scientifique. Alors nous sommes dans l'Étrangarium qui rassemble une collection privée de Para-Expérience. Alors il y a des objets comme un Ouija par exemple qui est assez unique au monde. Apparemment il n'y aurait que 3 exemplaires d'après le conservateur du musée. Il y a également un manuel d'exorcisme. En fait vraiment des objets qui reconstituent toute l'histoire des investigations autour de l'étrange. Donc ici, ce sont les ravagés qui illustrent le côté folklorique de l'étrange et proposent des spectacles et animations basés sur des témoignages réels. On est une association d'événementiel, en fait, on est dans la région de l'Oise, nous. On monte des projets, donc on a fait une chasse aux œufs par exemple pour Pâques avec un lapin tueur et tout, enfin c'était assez délire. Là tout ça a été créé pour le salon en fait, on ne l'a jamais fait avant. Et du coup on n'a pas voulu faire trop trash, pas faire vraiment un truc où on va cracher du sang, on va se découper, enfin voilà. On s'est dit on va baser sur un truc où c'est des témoignages et puis bon le scénario c'est vrai que part un petit peu en cacahuète sur la fin mais... Non c'est sympa. Voilà. Juste derrière nous, ce week-end, il s'est passé beaucoup de choses étranges. On a vu plusieurs fois des personnes allongées au sol. Et nous avons repéré 2 suspects et on va aller les interroger pour tenter de savoir pourquoi et ce qui s'y passe. Alors, je vous présente Christophe et Charlie d'Hypnosphère. Ils ont proposé ce week-end 2 applications possibles de l'hypnose. Alors il y en a une première qui est assez spectaculaire. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Charlie ?
Donc en fait, nous on fait de l'hypnose de spectacle, c'est vraiment de l'hypnose de divertissement, de l'hypnose de foule, où le but est vraiment de présenter l'hypnose et de passer un bon moment avec l'hypnose. Alors il y a une deuxième application qui est possible, qui est centrée vers le bien-être. Alors là c'est Christophe qui va nous le présenter. Du coup, contrairement à l'hypnose de spectacle où on va essayer d'être très rapide et on va essayer de plaquer des effets spectaculaires comme coller des mains ou coller des pieds, là on va prendre le temps avec la personne pour l'emmener dans cet état vraiment très doucement et qui prenne le temps de s'incorporer l'état et surtout qui passe un vrai bon moment. Alors nous, on a entendu pas mal de petites réactions, que ce soit vers le public ou même vous, quand on a publié notre album photo au sujet de l'hypnose. Alors des craintes de est-ce que je peux me faire voler mon numéro de carte bleue, je suis manipulée, j'ai pas vraiment envie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Du coup, pour la carte bleue, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le ferez pas. On ne peut pas vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Après, si vous êtes d'humeur généreuse, on pourra mettre notre PayPal si vous voulez en dessous. Vous pourrez donner de l'argent, il n'y a pas de problème. Voilà, en fait, l'hypnose, il faut savoir que c'est un état naturel. C'est quelque chose de totalement normal. Vous le vivez au quotidien. Et donc, nous, on fait juste exploiter un état que vous connaissez. Donc, il n'y a aucun danger. Vous reprenez le contrôle, quoi qu'il arrive, puisque vous le vivez vous-même. Alors, si vous souhaitez découvrir un petit peu plus l'hypnose avec Hypnosphère, on vous laisse en description des liens à suivre, chaîne YouTube, page Facebook. Ils sont assez actifs. Merci beaucoup. Alors là, nous sommes devant l'une des 3 salles de conférence et il y a eu énormément de sujets traités durant tout le week-end. Alors parmi les sujets abordés, il y avait l'astrologie, la sorcellerie, la géobiologie, la parapsychologie ou encore la médiumnité. Toutes ces conférences ont fait salle comble à chaque fois. Nous sommes dans l'espace de l'investigation de l'étrange où il y a beaucoup de chasseurs de fantômes et d'extraterrestres. Oui, il y a aussi des spécialistes de la cryptozoologie ou d'expériences inexpliquées. L'espace est occupé par beaucoup de vidéastes. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Pavlak, je suis créateur de Gaoron TV, une chaîne d'investigation sur pas mal de sujets, l'ufologie, l'archéologie innovante, les sciences. Vous pouvez me retrouver régulièrement à travers des reportages, des interviews, des conférences. Et notre créneau, c'est d'aller au contact des gens, c'est d'aller sur place vérifier les choses par nous-mêmes. Et je vous invite à venir découvrir ça sur ma petite chaîne Gaoron TV. C'est quoi un Kamazonia? En fait, c'est le titre de la série de documentaires sur les recherches archéologiques de Thierry Jamin. Et il travaille sur la trace des Incas en Amazonie péruvienne. Donc la recherche de cités, de constructions qu'auraient pu faire les Incas dans cette zone. Il découvre des choses étranges ou pas? Il y a par exemple les pétroglyphes de Pucharo, ce sont des figures gravées dans la roche sur une paroi qui fait 30 mètres de long sur 10 mètres de hauteur, où donc là il a pu répertorier tous les signes qu'il pouvait y avoir, et on en a même découvert qui n'avaient par contre jamais été mis en évidence par d'autres personnes. En fait, ça s'est passé assez bizarrement. C'était de nuit et on avait des lampes torches. On regardait un petit peu les figures en jouant avec les ombres. Et on a vu apparaître sur le haut de la paroi d'autres figures, mais qui, ceux-là, étaient totalement inconnus, quoi. Et donc, bon, après une étude sérieuse, Thierry en a déduit que c'était une carte géographique de l'Empire Inca. Et donc il a essayé de trouver sur cette carte les différents lieux de peuplement. Et c'est ça qui lui a permis pas de localiser la cité perdue des Incas, celle où ils ont caché leur trésor avant l'arrivée des Espagnols. Il a donc donné une zone où elle pourrait se trouver. C'est risqué comme activité en fait? Alors c'est risqué, bon, il y a tout ce qui est naturel, c'est-à-dire les bestioles, serpents, mais aussi fourmis. Il y a des fourmis qui peuvent tuer. Dans le documentaire, on a un passage où il passe à côté de ce qu'on appelle un Palo Santos. C'est un arbre qui a été colonisé par des fourmis rouges. Et si tu touches l'arbre, tu as des millions de fourmis qui te tombent dessus. Donc il faut se tailler dans le fleuve qui est le plus près possible pour y échapper. Et du coup, Alien Project, alors c'est quoi? Alors Alien Project, c'est un tout autre domaine. En fait, Thierry a acquis une petite renommée au Pérou. Et souvent, les paysans qui découvrent dans leurs champs des artefacts ou des murs ou des ruines
préfère s'adresser à Thierry qu'au ministère de la Culture parce que on sait tous que le plus grand nombre de Waqueros, de trésors, se trouve au ministère de la Culture. Ce sont les employés eux-mêmes. Et en octobre 2016, il y a un habitant de la zone de Nazca, au Pérou, donc sur la côte du Pérou, qui est venu les trouver en lui présentant des corps qui étaient d'apparence assez bizarres. Et l'histoire a démarré en février 2017 où on a lancé un financement participatif. Des analyses ont pu être lancées et en novembre de l'année dernière, mi-novembre, il y a eu une conférence au Congrès de la République du Pérou sous l'égide d'un député péruvien qui a pris cette affaire sous son aile contre vents et marées, parce qu'inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont tapé dessus, qui nous ont traités d'escrocs. Donc cette conférence s'est déroulée au Congrès de la République, l'équivalent de l'Assemblée nationale, et tous les scientifiques qui ont travaillé sur ces momies avec des analyses ADN, des analyses de datation, des scanners en haute définition, différentes analyses biologiques, l'étude de la peau, des tissus, ont été présentés lors de ce congrès. Et bon, pour faire simple, il n'y a pas eu de traces de fraude mises en évidence jusqu'à maintenant. Voilà. On prépare là aussi, comme pour un Camazonien, trois opus, 3 épisodes. Et pour Alien Project, là, ça sera l'histoire telle que nous l'avons vécue de l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu dire au moment où elles se sont passées pour des raisons de confidentialité ou même de sécurité, parce qu'on a été menacé. Ici, nous sommes dans l'univers de l'étrange à travers le temps et l'espace. On y retrouve des pratiques ancestrales comme la sorcellerie, le chamanisme, les runes ou encore le spiritisme. Et juste derrière nous, c'est l'entrepotion d'Epona. Et ce matin, elle nous a fait l'honneur de nous préparer une potion pour nous réveiller, car on en avait vraiment besoin. Donc on a dit un petit café alors. On est parti. On a besoin là. Donc là en fait tu es en train de moudre des arbres, c'est... Des épices. Alors là on a mis poivre de Java, badiane, baie rose ou poivre rose. Alors nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt ces pratiques pour tenter de les comprendre et Camille nous a fait part aussi de sa philosophie de vie qui est très positive. Et en harmonie avec la nature. C'est un savoir que tu as acquis comment De diverses manières. J'ai eu la chance d'être emmenée très très jeune en forêt. Donc j'ai eu des grands-mères et j'ai eu aussi la chance d'avoir un garde forestier aussi qui au même âge finalement m'a emmenée en forêt, m'a montré les plantes, m'a montré les arbres, m'a expliqué leur fonctionnement botanique. Et puis par la suite c'est devenu une passion, voire une obsession, je ne sais pas trop comment on peut le définir. Et ça a été énormément de recherches. Que ce soit dans les bouquins, que ce soit des publications scientifiques, que ce soit et puis des conférences chez d'autres personnes, etc. Voilà. Tu dis que tu vends des potions, alors tu te définis comme quoi, magicienne, sorcière Je sais pas tellement me définir. On a souvent employé le terme sorcière avec moi, donc ça me va bien en soi, parce que bon, faut bien mettre quelque chose. Par contre, sur mes cartes de visite, pour faire sérieux, j'ai mis holothérapie. Parce que sorcière, ça fait pas très sérieux. Je me suis dit que ça pouvait poser problème. Et donc, holothérapie, ça veut dire global. Holo de holos, global en grec. Et donc, parce que pour moi, on ne peut pas se départir. Les plantes, c'est une chose, parce que ça va agir sur le corps, etc. Mais pour moi, ça n'engage que moi, on ne peut pas se départir du corps et de l'esprit. Moi, c'est un ensemble et quand il y a un problème à cet endroit-là, il y a forcément autre chose derrière. C'est une vue globale. Voilà, c'est ça. Il faut prendre un petit peu de recul parfois et voilà, faire cet ensemble-là. Donc effectivement, en sorcière, oui, je vends des potions magiques parce que déjà, c'est hyper cool de mettre ça sur son cabis.
Gabi, c'est mon titre professionnel qui fait que j'ai le droit de vendre des trucs. Et ça a beaucoup fait rire les gars de la Chambre des métiers, hein, on va pas se leurrer. Ouais, j'imagine. Et surtout, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas le droit de vendre des plantes médicinales. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne. Donc, je pourrais vendre des tisanes, c'est globalement le cas, mais je trouve que potion magique, c'est vachement plus cool. Ouais, c'est plus cool, ouais. Vraiment, je suis d'accord, ouais. Et en plus, en vérité, le terme potion, quand on regarde un peu dans le dictionnaire, il est plus juste parce que potion, c'est liquide destiné à être bu. À partir de là... Oui, c'est large, quoi. On met magique si on veut. Voilà. La magie, c'est large aussi, c'est soumis à plein d'interprétations et tout ça. Alors nous avons retrouvé Lunda Zepa qui proposait ce week-end aux visiteurs de venir écouter ses contes chamaniques. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est un conte chamanique ? Alors, le terme conte chamanique que j'ai employé, c'était un terme assez global que j'ai utilisé pour expliquer le principe des contes initiatiques. En fait, le conte qui raconte les origines du monde, le pourquoi, par exemple, il y a des étoiles dans le ciel, pourquoi la mer est salée, pourquoi est-ce qu'on dit que certains animaux sont intelligents ou intéressants, ça marche aussi. C'est toute une manière... par le biais des histoires, d'expliquer l'humanité, d'expliquer les origines de partout, de tout ce qui nous entoure. C'est ce principe-là, en fait. Ce sont des contes que je connais qui m'ont été transmis par d'autres conteurs ou alors qui ont été retrouvés et réadaptés au fil de mes recherches. Par exemple, une histoire toute bête de pourquoi les étoiles sont dans le ciel, et ben c'est parce que avant le ciel était trop bas. Et les enfants amérindiens avaient essayé de trouver une solution pour remonter le ciel, pour eux ne pas être obligés de toujours passer leur vie avec le dos courbé, ce que faisaient les adultes en fait une fois qu'ils grandissaient. Et donc ça explique un petit peu le principe de on se retrouve un peu écrasé par notre humanité, par notre existence, et comment est-ce qu'on peut s'élever à autre chose par un rapport simple enfantin par exemple. Alors dans cet espace consacré aux pratiques contemporaines, on en retrouve de très connus comme l'astrologie ou la cartomancie. Et en parcourant un petit peu, on a aussi découvert la géobiologie, la lithothérapie, et on va aller voir Au cœur de la Terre qui va nous présenter la lithosophie et la cartomancie. Donc c'est juste expliquer rapidement en fait ce que c'est, ce que vous faites. La lithosophie ? Voilà, en gros le principe. Du coup c'est une école qu'on fait avec Julia Bosquero, qui est en train de poser un petit peu cette pratique-là un petit peu plus spécifique de la lithothérapie, où en fait on travaille plus sur le développement personnel. Donc la personne peut venir avec quelque chose dans sa vie qui la gêne, un questionnement, une étape un peu à franchir. Et si elle se retrouve un peu bloquée, voilà, on fait une séance avec elle, il y a différentes étapes, et puis à la fin on lui propose un conseil vraiment hyper particulier pour elle. Donc un conseil en fait, c'est vous lui conseillez des pierres, oui. C'est ça ? On peut utiliser des pierres en séance, donc durant la séance avec la personne, on travaille avec elle. Et si elle veut aussi emporter des choses à la maison, on peut lui donner des catégories de pierres qui sont plus faciles à trouver, plus abordables en termes de prix. Est-ce qu'il faut plutôt les utiliser en méditation ou plutôt les porter sur soi? Et comme ça, la personne, on lui donne des petits conseils, elle les emporte avec elle et elle bosse à la maison. On part du principe que la personne à l'intérieur, elle a quand même beaucoup de potentiel. D'accord. Dont elle ne se rend pas forcément compte ou qu'elle a oublié. Et du coup, les minéraux vont aider, avec le vécu propre de la personne, à faire ressortir ces petites choses qui pourraient l'aider à passer au-dessus de ce qui la freine en fait. Alors là, actuellement, voilà, je suis sur un petit salon cartomancie, donc je pratique ce que j'appelle la lecture du multivers. Je ne suis pas là pour faire de la divination, comme vous avez reçu avec Madame Irma, sa boule de cristal. Non, je suis plus sur une lecture pragmatique et scientifique du coup, des interprétations des cartes par rapport aux correspondances et aux corrélations. On a des thématiques données, derrière les personnes tirent les cartes, c'est pas moi qui tire les cartes. Et les tirent en fonction de ce qui ressort par rapport à leurs attentes et à leurs questions. On fait des corrélations, notamment autour des thématiques des symboliques, qui permettent de pouvoir dévoiler certains
certains chemins de vie, certaines questions qui peuvent ressortir. Il y a des thèmes de toute façon qui ressortent toujours. Et au fur et à mesure, on creuse, on soulève des problématiques. Et les gens, du coup, leur permettent de réfléchir, d'essayer de se trouver leurs propres solutions. Et justement, essayer de grandir à travers tout ça et d'évoluer. C'est pas de se retrouver en fait avec une auto-stigmatisation de ce qu'ils peuvent du coup ressentir pour eux-mêmes, d'avoir des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre en disant ah, je ne suis pas capable. On essaie toujours de leur trouver des solutions. C'est plus une forme d'accompagnement avec des cartes plutôt que de la divination comme on peut voir au niveau du traditionnel. D'accord. Moi, mon but, c'est vraiment de les aider finalement en sortant, à leur dire voilà, vous avez des clés en main maintenant, à vous justement, vous avez des atouts, sans mauvais jeu de mots, à vous de faire en sorte d'en profiter et d'exploiter ce potentiel. Ce qui est une imprégnation autre, je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce qu'il y a une volonté divine et céleste? Pourquoi pas? Si on y croit, pourquoi pas? Mais je préfère rester dans un pragmatisme, essayer toujours d'être assez carré là-dessus. Pour cette 3e édition, Para-Expérience proposait une projection privée et nous allons rencontrer ensemble son réalisateur. Bonjour, je m'appelle Dayan David Walid et je suis le réalisateur de D-Book. Alors D-Book, c'est un court-métrage de 33 minutes 55 qui aborde la thématique de l'exorcisme au sein de la communauté juive. On va suivre le personnage de Dan, qui est un jeune exorciste et qui va donc du coup réunir autour de lui ce qu'on appelle un minyan, c'est-à-dire 10 personnes de confession israélite, afin de pouvoir libérer Eli, qui est donc possédé. Aujourd'hui, le film a été envoyé à plusieurs festivals en France et à travers le monde. L'objectif, c'est qu'il soit le plus vu possible. Vous pouvez suivre le compte Instagram du film, qui sera en description du coup, sur lequel il y a plusieurs images du film, plusieurs images de making-of, et puis régulièrement, lorsqu'on fait des salons, des conférences ou bien des festivals, je ferai des stories en expliquant le parcours du film. Voilà. Et puis il y a plein de trucs de making-of, il y a plein de photos, je raconte plein de choses. Pour la suite, j'espère pouvoir faire de ce film-là un long métrage, ou pourquoi pas une série. Et puis en attendant, de mon côté, je continue à accompagner et à produire des films avec l'association des jeunes cinéastes indépendants et la société 3 jours de marche. Nous avons apprécié l'esthétique très soignée du film et l'atmosphère pesante qui s'en dégage. Oui, c'est une belle réussite qui a été remarquée par le public et nous avons hâte de voir la suite de ce projet, qu'il débouche sur un long métrage ou une série. Le salon dispose d'une vraie richesse de programmation, que ce soit avec les conférences et les nombreuses personnes à rencontrer. Il y a évidemment de nombreux exposants et nous terminerons notre vidéo avec des images de notre coup de cœur, Manny McFay. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage à faire toujours plus de vidéos. Et on vous dit à la prochaine sur la chaîne. Sur Rodentroll. Au revoir. Le spectacle va commencer! Bon, on y va Scully? Nous allons vous présenter des personnes qui nous ont interpellés ou qui nous ont vachement impressionnés. Vachement. Yann et Géraldine, le 3e. Il y a aussi des... Ah. Pic, pic, pic. Yann et Géraldine, la 4e, c'est la bonne. Arrête de te moquer de moi. Yann et Géraldine, 5e. C'était pas la bonne, la 4e. La 4e, c'était pas la bonne. Ah. J'ai oublié. Et du coup, la 6e, c'est la bonne. Mais aussi. Ou encore. Ou encore. Et ou encore, mais aussi. Putain, c'est à chier. On a prévu de faire une interview de fantôme après, si vous êtes OK. Pourquoi pas? Et ce matin, un lapin. Avec Ouija, manuel d'exorcisme. Je fais pas trop de bêtises. Vas-y, enregistre qui dit que je dis pas de bêtises, comme ça, si jamais j'en ai dit. Ça n'existe pas. Et maintenant, c'est le moment où tu te fais des muscles. Je fais beaucoup de sport sur les stands. Ça peut être un peu long, je vous préviens. C'est un café qui se mérite. Hein. Du coup, je pense qu'on est allé trop loin là et tout vient de disparaître. Donc voilà, c'est étrange. Et puis rien. C'est fini. 9 heures.
rentre à la maison.